Stimuler des feedbacks enrichissants n'est pas toujours une mission simple. Je vous partage les 3 principes clés pour optimiser nos chances. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de comment récupérer des feedbacks enrichissants à travers 3 principes clés. D'où m'est venue cette idée de podcast. Tout simplement, j'ai été il y a quelques temps de ça, il y a peut-être un petit mois, à une conférence de Trainline, des designers et user researchers de Trainline qui étaient au sein des locaux de Blablacar. Et ils parlaient notamment de leur processus de discovery, comment ils le baquaient par des tests, par de la data. C'était hyper intéressant, c'était une longue conférence assez générale sur ce process-là, et il y a une partie qui spécifiquement a marqué mon attention. Ça parlait justement de comment bien stimuler les feedbacks sur les premiers concepts de design. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils avaient 3 principes hyper clairs que j'ai bien sûr un petit peu réadaptés à ma sauce avec mon expérience pour vous les partager aujourd'hui. Mais vraiment pour moi ça a été un petit déclencheur, un des trucs qui m'a marqué pendant cette conférence. Et donc je pense que ça vaut le coup qu'on en parle ensemble. Alors, pour recontextualiser un petit peu ça, avant de rentrer dans le vif, là on parle vraiment du contexte du début d'un projet, du début de la discovery sur un sujet sur lequel on est en train de travailler, au moment où on va explorer plusieurs concepts pour répondre à une problématique initiale, on va tester plusieurs solutions, et donc là c'est vraiment à cette étape-là, comment avoir des retours intéressants dès ce moment-là où on n'a pas des choses hyper avancées, où on n'a pas vraiment un truc qu'on veut peaufiner, mais où on a plus des grandes pistes de solutions et qu'on veut en savoir un petit peu plus. Malgré tout, ces principes peuvent complètement s'appliquer à des étapes de recherche plus tardives également, mais elles sont pensées initialement plutôt pour ce type de recherche. Donc on va pouvoir commencer tout de suite, et le premier conseil, c'est tout simplement d'utiliser un support adapté pour optimiser le temps de création. C'est-à-dire, bien évidemment, pour faire ces tests-là, on peut utiliser un prototype, faire un flow complet dans l'application, un flow de test, en faire plusieurs pour tester plusieurs possibilités de concepts de solutions, c'est tout à fait possible, mais par contre, c'est très coûteux en temps. Potentiellement, il y a plein de biais parce qu'on va pas juste tester le concept, mais vraiment des petits détails d'interaction. Donc ça peut être un peu tricky quand on est au niveau de l'idée. Un prototype est pas forcément la meilleure solution. Et il y a plein d'autres solutions alternatives qui permettent de très bien tester des concepts sans aller autant dans le design d'interface. On va par exemple pouvoir designer une landing page pour présenter la feature de manière relativement rapide, 3-4 blocs pour décrire les principaux avantages de cette fonctionnalité, comment ça marche. Ça va permettre de tester un concept un petit peu générique mais assez précis pour que les utilisateurs s'y projettent très rapidement et voir leur intérêt pour cette proposition de valeur. Est-ce qu'on répond bien à la problématique qu'on a identifiée ? Est-ce que la solution proposée est attirante, donne envie ? Est-ce que la solution proposée répond à la problématique initiale et donc va être adoptée derrière. Donc ça peut être intéressant de designer 2-3 landing pages, une pour chaque concept, et de venir faire challenger ces concepts-là par des utilisateurs dès le début du process de discovery. Également une version encore plus low fidelity, ça va être de faire des concept cards, designer une petite carte qui décrit hyper rapidement la feature. Là c'est clairement quelques lignes de texte, quelques bullet points potentiellement, une petite illustration pour aider à visualiser. Et donc là on va être sur un design encore plus faible, qui va être encore plus abstrait pour l'utilisateur, mais qui va permettre de récupérer des feedbacks très early stage, très rapidement, parce que ça demande peu de travail de création. Il y a bien sûr plein d'autres possibilités pour stimuler comme ça des feedbacks des utilisateurs sans avoir à designer le prototype complet. On va pouvoir par exemple juste designer le flow les écrans de onboarding et le faire tester à un utilisateur, et du coup, pareil, avoir son ressenti sur qu'est-ce qu'on lui a vendu finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui va l'intéresser ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a bien compris ? Est-ce que c'est quelque chose qui va utiliser ou qui va décider de skipper et de passer à autre chose ?
On peut tester plein de choses comme ça. On peut aussi passer par des affiches publicitaires à tester, ou même, et ça c'est hyper intéressant, faire une vidéo de démonstration. Et ça peut même être utilisé, une vidéo de démonstration, sur des tests beaucoup plus quantitatifs, où on va le diffuser à une grande masse d'utilisateurs pour avoir leur retour. Donc il y a vraiment plein de supports possibles pour tester ça. Tant qu'on n'est pas vraiment dans le test d'une interface finale à optimiser et qu'on est vraiment dans le test d'un concept, d'une potentielle solution, il y a plein de façons de designer des stimuli pour les testeurs qui soient beaucoup plus efficientes en temps de notre côté et qui puissent potentiellement stimuler de meilleurs feedbacks. Donc voilà, choisir le support adapté au projet, c'est hyper important par rapport au temps que vous voulez allouer à celui-ci et par rapport à la rapidité à laquelle vous voulez conduire vos tests et au mode de fonctionnement sur lequel vous voulez faire vos tests. Si c'est du quantitatif ou du qualitatif, les mêmes supports ne seront pas forcément adaptés. Voilà, premier conseil, choisir le bon support par rapport à vos contraintes. Deuxième conseil, c'est de polariser au maximum vos propositions pour découpler les retours. Votre stimuli doit représenter des hypothèses fortes à tester. Là, on n'est pas dans de la finition, on n'est pas dans du petit détail d'interface, on est vraiment dans du concept large produit, et donc c'est important de ne pas avoir des hypothèses ventre mou de on a mélangé ce truc et ce truc pour voir parce que ça convient à peu près au milieu des problématiques. Non, là il faut prendre du risque à ce moment-là et avoir quelque chose de on a testé ce truc extrême, ce truc extrême, ce truc extrême, on va stimuler des retours dessus, vu que ça va être extrême normalement, les retours vont être plus forts, et derrière on va pouvoir prendre des décisions et faire du mix si nécessaire, faire de l'ajustement, rendre les trucs un petit peu moins hard et un petit peu plus applicables à la vraie vie très rapidement. Là on va apprendre avec un grand oui, un grand non sur une hypothèse polarisante de la part des utilisateurs, et donc ça va être hyper enrichissant. On va pouvoir apprendre des choses profondes avec ces questions polarisantes là, parce qu'on va pouvoir les creuser sur pourquoi ce grand oui ou pourquoi ce grand non. Et on va également très rapidement pouvoir détecter chez les utilisateurs s'ils adorent ou s'ils détestent ce concept qui est potentiellement nouveau, différent, qui n'est pas habituel pour eux, et vraiment en tirer des grands enseignements plus larges que des concepts moins polarisants où les gens vont beaucoup plus pouvoir s'attarder sur les détails. Or, c'est clairement pas ce qu'on veut évaluer dans ces tests-là. Plus c'est fort, plus on peut en tirer de la valeur claire, puissante et enrichissante pour les prochaines décisions. Donc n'hésitez pas vraiment à être hyper polarisant sur ces premiers stimuli envers vos utilisateurs. Voilà. Conseil numéro 2, être polarisant. Et dernier conseil, extrêmement important pour que tout ce processus puisse bien fonctionner, c'est de garder la phase d'analyse en test. On définit à l'avance les hypothèses clés qu'on veut tester et comment on les mesure. Ça c'est une bonne pratique en général dans tout type de test utilisateur. Commencez à définir bien en amont, tout simplement, là je vais faire tester ces trucs, pourquoi je les fais tester ? Est-ce que c'est parce que je veux avoir du petit feedback sur comment fonctionne le truc, est-ce qu'il n'y a pas des points bloquants, ou est-ce que c'est je veux savoir si cette fonctionnalité peut être comprise, je veux savoir si cette fonctionnalité répond à leurs problématiques, je veux savoir si cette fonctionnalité stimule les gens et leur donne envie de l'utiliser, de la partager, de la faire connaître autour d'eux. Hyper important à définir. Et derrière, bien sûr, comment on les mesure ? Si on passe sur du quantitatif, qu'est-ce qu'on va considérer un succès ou un échec ? Si on fait du qualitatif, pareil. Alors là, c'est toujours un petit peu plus dur sur le qualitatif de noter un échec ou un succès, parce qu'on va avoir des réponses beaucoup plus nuancées, beaucoup plus avancées. Mais en tout cas, avoir ce sens de qu'est-ce que globalement on verrait être un point positif vs un point négatif, et bien sûr marquer ces hypothèses et ces mesures au propre en quelque part pour avoir cette source de données et s'assurer qu'on n'a pas dévié au fur et à mesure pour s'arranger entre guillemets avec nous-mêmes, même de manière tout à fait inconsciente, et dire que les réponses nous conviennent. On crée ces hypothèses-là et on conçoit nos objets de test en gardant ça en tête. On en parlait tout au début, de choisir le bon support. On va choisir le bon support par rapport à l'hypothèse qu'on veut tester et à la façon dont on compte le mesurer. C'est vraiment, ce stimuli est juste un outil pour répondre à cette fin de valider ou invalider une hypothèse.
Donc, on teste l'hypothèse et non pas le stimuli en tant que tel. Lui, c'est juste ce petit objet-là. Et derrière, on va pouvoir apprendre sur un pattern, sur une façon de penser, et pas juste sur une interface individuelle, parce que finalement, c'est pas elle qu'on va tester, en tout cas pas à cette étape du processus de design. Donc, hyper important, je vais vous récapituler les 3 conseils, mais on va terminer par garder la phase d'analyse en tête, c'est extrêmement important. Donc ça va être 3 conseils en boucle: choisir le bon support adapté aux contraintes pour optimiser le temps de création et la qualité des feedbacks derrière. Numéro 2, polariser au mieux ces stimuli-là pour décupler la puissance des retours. Et numéro 3, garder la phase d'analyse en tête tout au long du projet pour s'assurer d'en tirer des enseignements long terme. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Stimuler des retours tôt, c'est vraiment une excellente manière d'accélérer le processus de création tout en le sécurisant avec des retours utilisateurs. Il y a énormément de méthodes qui existent, mais qui requièrent des hypothèses et des besoins bien définis pour être exploités, comme on a pu le voir. Donc prenez justement ce temps-là de définir tout ce qu'il y a autour et de créer les stimuli les plus adaptés, les plus polarisants pour avoir du bon feedback derrière. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur votre plateforme préférée, et un petit commentaire. Ça aide à le faire référencer, c'est hyper cool. Et si vous voulez recevoir plein de ressources et être toujours au courant des meilleures ressources design, moi je les sélectionne à la main et je vous les partage dans une newsletter qui s'appelle Partageons Design, disponible par mail ou par flux RSS dans Feedly par exemple, ce que je vous recommande carrément pour votre veille. Donc le lien est en description, je vous invite, c'est tout à fait gratuit et ça vous permettra d'avoir au quotidien, de manière très régulière en tout cas, les meilleures news design que j'aurai sélectionnées à la main. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut.